faire une petite communication sur le contenu de l'audit de la nouvelle constitution qui a été effectuée par une équipe dirigée par mon valeureux et distingué confrère Maître Alpaya Dramé. Je pense que ce contexte ne vous est pas étrange, parce que vous le savez, pourtant depuis pratiquement plus d'1 an, l'actualité la plus brûlante qui, n'est-ce pas, fait la une des médias, c'est la question de l'adoption d'une nouvelle constitution et éventuellement la possibilité pour le chef de l'État de briguer un 3e mandat. Cette question très intéressante n'est pas passée inaperçue au regard, n'est-ce pas, des observateurs, au regard des grands chercheurs comme mon éminent confrère Alpaya Dramé, qui, il faut le souligner, est un docteur d'État en droit public des affaires, qui a dirigé, n'est-ce pas, cette équipe avec d'autres compatriotes vivant bien entendu en France et en Guinée. Et vous allez tout à l'heure suivre son exposé. Il vous fera, n'est-ce pas, une synthèse, puisque le document est très volumineux, c'est un document de 120 pages, mais le temps ne nous permettra pas de le lire intégralement, mais il va s'efforcer de vous faire un résumé, et au regard de ce résumé, il va vous tirer les conclusions qui seront certainement appréciées de façon diverse. Sans plus tarder, je vais devoir, chers confrères, vous laisser la communication pour pouvoir revenir sur le document précieux que vous avez mis à la disposition du peuple de Guinée. Je vous remercie. Bonjour tout le monde. Je commence par vous dire que je suis habitué peut-être des territoires, mais pas habitué aux audiences en fait des journalistes. Je pense que ça doit être sûrement ma première conférence de presse, parce que la situation m'oblige. J'ai été effectivement, avec mon confrère, constitué pour examiner l'avant-projet. La question, évidemment, était simple. On vous a annoncé que le projet de nouvelle constitution a pour but de moderniser les institutions. Ce qui veut dire que soit nos institutions actuelles sont caduques, soit elles sont inefficaces, soit elles sont dysfonctionnantes. L'examen de l'avant-projet en question nous a permis de rédiger un rapport. J'espère qu'en tant que journaliste, vous me ferez l'économie de lire l'intégralité des 120 pages, et vous avez les conclusions qui font à peu près 21 pages, 22, et un tableau comparatif. Vous avez les dispositions de la Constitution en vigueur à gauche, vous avez les dispositions de l'avant-projet de Constitution au milieu, et vous avez les observations. Alors, ce que je souhaiterais, c'est de permettre à chaque Guinéen de comprendre. Je ne fais pas la politique, je suis essentiellement juriste, et donc les questions auxquelles je vais répondre, c'est évidemment des questions techniques, si vous les posez, sur ce qui nous préoccupe tous. J'ai, comme certains d'entre vous, écouté le président de la République dans une interview qu'il a eue, je crois, avec la firme France 24. Et tout comme moi, vous avez entendu dire qu'il a été obligé de violer la Constitution par des accords politiques, parce que justement la Constitution actuelle ne serait pas adaptée. Maintenant, c'est à vous de poser les questions, de lire le rapport que vous avez en main. Je vous donnerai simplement quelques lignes. Je commencerai par vous dire qu'il n'y a absolument rien de nouveau dans l'actuelle Constitution, excepté, on va dire, 2 éléments. Le premier, c'est de dire, dans la Constitution en vigueur, on vous dit que quiconque doit pouvoir se présenter lors des élections législatives ou présidentielles
est tenu d'être investi par un parti. Cette disposition a été supprimée, ce qui est, à mon sens, de bonne guerre, puisque la Cour africaine des droits de l'homme avait déjà indiqué que l'interdiction des candidatures indépendantes n'était pas conforme à la Charte africaine des droits de l'homme. En dehors de cette disposition, ce qui a changé dans l'avant-projet, c'est ce qui a régressé. La régression des protections des droits de l'homme auxquelles vous tenez, notamment vous journalistes. J'en donnerai quelques exemples. C'est par exemple concernant la parité homme-femme, la Constitution en vigueur prévoit un principe d'égalité entre hommes et femmes. Aucune discrimination n'est possible sous l'empire de la Constitution en vigueur, bien entendu si on l'applique. Par contre, dans l'avant-projet, on vous dit la parité homme-femme est un objectif de politique sociale, donc ce n'est pas une norme impérative, c'est un objectif à atteindre. Et dans un second temps, on vous dit que bon, voilà, le gouvernement et les organes délibérants ne peuvent pas être composés plus de 2/3 d'une assemblée. Sauf que quand vous prenez 114 députés, 2/3 de 114 députés, ça vous fait combien? À peu près 71 ou 73. Donc on n'est plus dans la parité. La loi fixe la règle et fixe en même temps les conditions pour la violer. Donc si je peux résumer ces éléments, nos observations sont développées. Évidemment, il y a autre chose aussi, il y a diverses choses qu'on peut trouver dans l'avant-projet. C'est en 2 semaines qu'on a examiné et on a réussi en fait donc à produire ce rapport. Il est perfectible comme toute œuvre humaine. Mais ce qui est plus inquiétant dans l'avant-projet, c'est la question de l'équilibre des pouvoirs. Parce qu'en fait, le socle de toute démocratie repose, on va dire, sur 2 piliers. Le premier, c'est de dire que nul ne tient de la nature le droit de gouverner les autres. Ça veut dire que c'est à nous, les citoyens, de désigner ceux qui gouvernent. On va dire que c'est le soubassement de la démocratie. Mais pour qu'elle résiste au temps, pour qu'elle survive en fait ce qu'on est en train de vivre ici, on impose ce qu'on appelle l'équilibre des pouvoirs. Dans l'avant-projet actuel, l'équilibre des pouvoirs est complètement rompu. L'avant-projet est une constitution taillée sur mesure pour une seule personne. L'équilibre des pouvoirs entre l'exécutif et le judiciaire, chacun d'entre vous a sa propre opinion de la Cour constitutionnelle. Alors qu'aujourd'hui, les règles voudraient que les membres de la Cour soient désignés par l'Assemblée nationale, par le président de la République, par, je pense, le Conseil de l'ordre aussi, une désignation du Conseil de l'ordre, et les magistrats et les organisations de protection des droits de l'homme. Ben, désormais, quasiment les 5 membres sont désignés par le président, parce que si on vous dit que 3 sont désignés par le président et le reste par le président de l'Assemblée nationale, donc les désignations qui relevaient du bureau de l'Assemblée nationale n'existent plus dans l'avant-projet. Désormais, c'est le président de l'Assemblée, qui n'est rien d'autre que le président de la majorité présidentielle, qui désigne un magistrat. Alors que le bureau de l'Assemblée est censé revêtir la forme de l'Assemblée, c'est-à-dire ça réunit à la fois des députés de l'opposition, des députés de la mouvance. Sur le fonctionnement de la Cour constitutionnelle, dans l'avant-projet, ce n'est plus les membres de la Cour qui désignent par un vote le président. Désormais, c'est le président de la République qui désigne le président par décret, le président de la Cour constitutionnelle. Et vous savez bien que moi, celui qui vous nomme a également la possibilité de vous révoquer. Sauf que dans les dispositions de l'avant-projet, les questions de principe d'inamovibilité n'existent plus. Ça veut dire que si le président nomme le président de la Cour constitutionnelle, la règle des parallélismes des formes voudrait qu'il ait également le pouvoir de le révoquer. Alors que dans la Constitution en vigueur, ce n'est pas possible. Alors, si dans une Constitution, quel que soit ce dont on peut soutenir, parce qu'aucune œuvre humaine n'est parfaite, si la Constitution en vigueur présente des lacunes, avec ce que vous savez du mode de fonctionnement de la Cour constitutionnelle, le président est désigné par les membres de la Cour. L'indépendance de la Cour est assurée dans les textes, je ne dis pas dans la pratique. Dans la pratique, ben, les hommes font des règles, ce qu'ils veulent. Ils adoptent des règles, ils les appliquent ou ils ne les appliquent pas. Déjà, on a un sérieux problème d'indépendance de la Cour constitutionnelle au regard de l'exécutif. Maintenant, imaginez si le président de la Cour
est directement nommé par le président de la République. Voyez-vous là, en fait, une indépendance? Je vous laisse répondre, en fait, à cette question. Le Conseil supérieur de la magistrature, pareil. Mais ce que je vous suggérais, c'est de lire le rapport, et pour ne pas avoir, on va dire, une discussion assez en exposé, je préférerais que vous posiez des questions, et mon confrère et moi allons vous répondre sans difficulté. Mais il y a tellement de problèmes que je ne peux pas vous citer l'intégralité des difficultés que l'actuel avant-projet, s'il était adopté, pourrait poser. Mais par contre, je me pose la question, parce que si on a dépensé de l'argent pour que des gens rédigent l'avant-projet, moi j'aimerais dire au président de la République, ceux qui ont rédigé cette constitution l'ont trompé, s'il est de bonne foi. S'il ouvre la constitution, l'avant-projet de constitution, il le lit, moi je pourrais leur dire en fait qu'ils ont jeté leur argent en fait par la fenêtre. Mais qui sait? Il n'y a personne aujourd'hui qui a revendiqué la paternité de la rédaction de la constitution. Peut-être que c'est à dessein, je ne sais pas. Ça, c'est à vous de découvrir qui est le rédacteur de la Constitution. Si l'argent du contribuable a été dépensé en fait pour rédiger en fait un texte comme celui-là, on s'est complètement bourré. Parfois, on vous dit qu'on est en train de changer des choses. On coupe un alinéa à l'article 3, on le colle à l'article 6. On vous dit qu'on a réformé. La question que vous, journalistes, devez vous poser est la suivante. Le président veut moderniser les institutions. Mais quelles sont ces institutions qui sont devenues modernes? Est-ce que pour vous, la désignation du président de la Cour constitutionnelle par le président de la République est une modernité? Un autre élément, nous savons qu'en Guinée, la corruption et le détournement des biens publics est une réalité. Dans la Constitution en vigueur, on vous dit que les crimes économiques et la corruption, d'abord la Constitution dit que c'est un crime. Ça veut dire que le législateur ne peut pas faire de la corruption un délit. C'est un crime par détermination du Constitution de 2010. Désormais, cette expression disparaît et ensuite, le crime en question n'est plus imprescriptible. Ça veut dire quoi? Pour le commun des Guinéens, la prescription, ça veut dire passer un certain délai. Pour les délits, c'est 5 ans. La personne n'est plus poursuivable. On ne peut plus le poursuivre, même si on sait, même si on a toutes les preuves qu'il a commis les faits. Maintenant, prenons un mandat de 10 ans. Les crimes se prescrivent par principe, sauf erreur de ma part, 10 ans. 10 ans. Ça veut dire que les crimes, si cette constitution était adoptée, les crimes économiques, les détournements de fonds qui ont eu lieu, et Dieu seul sait s'il y en a, entre 2010 et 2020, personne ne pourrait poursuivre ces personnes-là parce qu'on considérerait par essence que c'est des crimes qui sont prescrits. Ce n'est même plus des crimes puisque le terme disparaît. Ça, moi j'appelle ça de la constitutionnalisation de l'impunité. Je ne sais pas si vous comprenez le terme. C'est qu'on érige dans la Constitution les outils nécessaires pour permettre aux personnes qui ont détourné des fonds d'échapper à la poursuite judiciaire. Sauf que si la Constitution de 2010 a décidé que nous refusons par essence qu'une personne qui a détourné des fonds échappe à la possibilité d'être poursuivie, c'est parce qu'on estime que c'est un fléau social. Chaque 1 euro détourné des caisses de l'État, c'est 1 euro de moins pour la construction des écoles, c'est 1 euro de moins pour la construction des hôpitaux. Mieux, dans la Constitution en vigueur, même après la mort de celui qui a détourné les fonds, l'État peut toujours poursuivre la personne, ne va pas poursuivre évidemment le mort, mais par contre il peut poursuivre les biens détournés jusque dans le patrimoine de ses successeurs. Parce que les biens de l'État échappent à la prescriptibilité en fait des infractions de détournement. Ça, ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Vous avez aussi des dispositions comme l'article 21 qui dit que l'État a l'obligation de promouvoir les fléaux sociaux. J'ai cru comprendre aujourd'hui que l'avant-projet qui faisait 161 articles a été modifié. Désormais, c'est 157 articles si ma mémoire ne me fait pas défaut. Ce qui veut dire que juridiquement,
les 157 articles actuels ne peuvent pas être soumis à référendum avant que la Cour constitutionnelle ne soit saisie. Parce que la Cour constitutionnelle a rendu son avis sur l'avant-projet des 161 articles et non sur les 150 articles après modification. Donc si je peux me limiter là, c'est ce que je peux vous dire. Maintenant, si vous avez des questions, nous sommes tous les deux heureux de vous répondre. Oui, je vais apporter un petit mot. Et toujours dans le sens d'appuyer mon distingué confrère par rapport à l'équilibre des pouvoirs qui est sérieusement mis en cause dans l'avant-projet de nouvelle constitution. Quand vous faites une étude comparative entre les dispositions de l'article 109 de l'actuelle constitution et 119 de l'avant-projet de la nouvelle constitution, vous verrez qu'il y a un recul par rapport au renforcement de l'indépendance des magistrats. Dans l'actuelle constitution, il est dit que les magistrats sont nommés ou mutés sur proposition du ministre de la Justice, par décret, ils sont nommés ou mutés par décret, sur proposition du ministre de la Justice, après avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature. Mais avec l'avant-projet, il est dit que les magistrats sont nommés par décret, sur proposition du ministre de la Justice, après simple avis du Conseil supérieur de la magistrature. Avec la nouvelle constitution, nous avions la confiance que la nomination, la mutation, l'avancement des magistrats n'était pas réservé au seul pouvoir discrétionnaire du président de la République. C'était en quelque sorte une compétence liée. Mais avec l'avant-projet, le président de la République a la liberté, puisqu'il n'a pas besoin de l'avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature, de nommer, de revoquer comme il veut. Ce qui veut dire que les magistrats qui dans l'avenir vont s'en tenir à leur indépendance, en refusant de se soumettre aux impératifs dictés par l'exécutif, se verront mutés sans aucune protection. Ça, c'est vraiment un recul qu'il faut déplorer. Et mon confrère l'a rappelé, vous savez, moi, par endroit et même dans mes sorties à l'étranger, je me tapais la poitrine pour dire que nous avons l'une des meilleures constitutions au monde. Parce que nous savons quand même dans quel contexte cette constitution a été adoptée. Ceux qui ont participé à son élaboration, en tout cas, n'étaient pas au pouvoir. Chacun, en ce qui nous concerne, a apporté de son mieux pour produire un document qui peut être condition d'une paix. Mais malheureusement, nous avons aujourd'hui une constitution taillée sur mesure, adoptée pour la circonstance, pour attribuer des pouvoirs exorbitants à un homme qui ne veut pas quitter le pouvoir. Cette situation est déplorable et je pense que ça doit interpeller tous les Guinéens, pas que le Guinéen lambda. Ce matin, j'interpellais un ami magistrat pour dire, mais attention, vous pensez que c'est le citoyen lambda seulement qui doit se lever contre ce projet. Même vous, magistrats, ça doit vous intéresser parce qu'une protection fondamentale vient d'être retirée. Si hier, dans les textes, je dis bien dans les textes, le Conseil supérieur avait la possibilité de s'opposer à un projet de décret du ministre de la Justice, avec l'avant-projet, il ne peut plus, puisque c'est un avis consultatif. Et en droit, l'avis consultatif ne lie pas l'autorité de nomination. Je vous remercie. Ouais, c'est bon. Ouais. Alors, j'ai reçu là une question, effectivement, de question qui a vu le rapport. En dehors de l'imprescriptibilité des crimes économiques, la Constitution de 2010 prévoyait le caractère imprescriptible des droits et libertés fondamentaux, mais aussi le même caractère imprescriptible
du droit qu'ont les citoyens de s'adresser aux juges pour faire valoir leur voix face à l'État et s'est imposé. Ça veut dire que vous, lorsque le président prend une décision, on va donner l'exemple le plus patent, c'est l'ordonnance adoptée récemment pour régir le référendum. Vous avez la possibilité en tant que citoyen d'estimer que d'abord cette ordonnance viole la loi d'habilitation et viole également les dispositions de l'article 83 qui précise clairement que les matières, non seulement électorales et référendaires, qui relèvent des lois organiques ne peuvent pas faire l'objet de loi d'habilitation. Si elles ne peuvent pas, ces matières ne peuvent pas faire l'objet de loi d'habilitation, ça veut dire qu'elles échappent également à la possibilité d'être réglées par voie d'ordonnance. Cette possibilité imprescriptible que vous avez de contester les décisions de l'administration, mais aussi de résister à l'oppression, a été supprimée. La résistance à l'oppression, c'est un droit fondamental qu'un citoyen. Votre droit n'est pas simplement de poser un bulletin dans une boîte. Vous avez également le pouvoir de contrôler ceux que vous avez élus, parce que vous avez, pendant l'exercice de leur mandat, le droit de contrôler la manière dont ils gèrent les biens et les affaires de l'État. Le droit de manifester, c'est le pendant du droit de vote. Ça veut dire que je vote pour toi en amont et en aval, je manifeste lorsque je ne gouverne pas conformément aux raisons pour lesquelles qui m'ont conduit à voter pour toi, surtout le respect de la loi. Alors, avant de vous redonner la parole en fait pour poser des questions, j'ai écouté attentivement le discours du président de la République hier. Alors, moi je ne suis pas du politicien, je suis simplement avocat, mais pour lui, en tant que juriste, tenir de tels propos dans un pays démocratique, il aurait, si c'était aux États-Unis, ça aurait été la deuxième impeachment en fait contre lui, comme ce qui se passe en fait pour Trump. Dire que nous sommes obligés de violer la Constitution en vigueur par des accords politiques. Le président avoue qu'il viole la Constitution. Regardez la vidéo, je ne suis pas en train d'inventer. Sauf que pour vous, citoyens, quel que soit le parti politique auquel vous appartenez, c'est votre droit de choisir tel parti ou tel autre. Ce n'est pas ce qui importe. Il y a des questions sur lesquelles il ne doit pas y avoir débat, discussion. C'est le respect de vos droits fondamentaux et la préservation du cadre. Le cadre, le soubassement d'une démocratie, c'est la Constitution. C'est pour ça qu'on l'appelle loi fondamentale. Le terme fondamental, on ne l'a pas employé pour rien. Et le terme constitution non plus. C'est ceux qui constituent. Les organes constitués ont l'obligation de respecter les règles qui les constituent. C'est essentiel. Et si le président qui a juré de respecter et de faire respecter la Constitution dit dans une télévision internationale qu'il est obligé de violer la Constitution, je pense que c'est la limite de ce qu'on peut imaginer. C'est un aveu. Chaque Guinéen, quelle que soit son ethnie, ce qui le protège, ce n'est ni ce président en exercice, ni les présidents d'avant, ni les futurs présidents. Ce sont les règles, c'est la loi. Ce sont les lois qui vous protègent. Et c'est votre responsabilité également de les protéger. Parce que si vous ne protégez pas la loi qui vous protège, ben vous n'avez plus aucune protection. C'est comme quand vous avez froid dans le fin fond de l'Arctique, en fait. Si vous ne protégez pas votre jaquette en fait du feu, quand il brûle, lui il va brûler, mais après c'est vous qui allez brûler de froid. Donc vous avez la parole si vous avez des questions. Alors,
je ne sais pas si j'ai très bien compris votre question, mais je vais essayer de répondre en tout cas de ce que j'ai compris de la question. En gros, ce que vous demandez, c'est est-ce que la Constitution en vigueur a des anomalies? C'est ça? Oui, est-ce qu'elle mérite d'être révisée, modifiée? Alors, avant de répondre à votre question, j'aimerais d'abord faire la nuance entre réviser et changer. Je parle du changement des eaux. Alors, bien. La Constitution en vigueur ne prévoit aucune disposition pour sa propre abrogation. C'est-à-dire que, comme vous ne pouvez pas prévoir en fait les règles qui régissent votre propre mort. Vous comprenez ce que je veux dire? La Constitution ne contient pas une règle en changement. Après le référendum, c'est l'abrogation totale de la Constitution. C'est pas si vous me suivez. Donc, le changement de Constitution n'est pas prévu dans la Constitution. C'est la révision, l'évolution. C'est-à-dire que le socle est là, mais il n'y a aucune disposition de la Constitution qui échappe à la révision, excepté les intangibilités. Est-ce que vous savez c'est quoi une intangibilité? C'est que le constituant estime qu'il y a des matières qui sont tellement importantes pour la stabilité du pays qu'il est nécessaire de les verrouiller. De les verrouiller contre l'individualisme, de les verrouiller contre l'égoïsme, mais aussi de les verrouiller contre la soif du pouvoir. Parce qu'un être humain, y compris peut-être moi qui suis en face de vous, le pouvoir est enivrant. Quand on exerce le pouvoir, on finit par perdre le nord. Ces intangibilités, c'est la forme républicaine. Maintenant, je vous donne un exemple assez bête. C'est la même disposition qui dit que la Guinée ne peut pas être transformée en royaume, en monarchie. C'est elle-même qui prévoit que le nombre et la durée du mandat ne peut pas être modifiés. Ce qui veut dire que si on peut modifier la durée du mandat et le nombre de mandats, on peut également faire de la Guinée une monarchie. C'est la même règle, la même disposition. Je ne sais pas si vous me suivez. Donc, est-ce qu'il existe des anomalies dans la Constitution actuelle? Mais il n'y a aucune œuvre humaine qui est parfaite. C'est la raison pour laquelle la Constitution prévoit elle-même les dispositions qui permettent de la faire évoluer, excepté cette parenthèse sécuritaire qui est essentielle. La démocratie, c'est un processus. Et cette démocratie, elle fonctionne dans le cadre du respect de ces règles-là. Et parmi ces règles, c'est le nombre et la durée du mandat. L'actuel avant-projet, en réalité, il n'y a rien de nouveau là-dedans. Il n'y a aucune protection institutionnelle dans l'avant-projet qui n'existe pas dans la Constitution en vigueur. Au contraire, vous avez beaucoup de copier-coller. Je vous donnerai un exemple. On a copié l'article 49.3 de la Constitution française. Cet article 49.3 est en train d'être discuté et en France, on envisage de le supprimer. Et ce 49.3 veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque le gouvernement veut faire adopter une loi et qu'il sait qu'à l'Assemblée nationale ça ne marche pas, comme par exemple on vous dit, bon voilà, désormais les filles doivent se marier à 3 ans. Si l'Assemblée nationale n'est pas d'accord, le gouvernement peut faire adopter cette loi par la force, sans débat, sans vote. Vous pensez que c'est une démocratie? Parce que vos représentants, en fait, chaque vote exprimé par un député, c'est votre vote. C'est vous qui lui avez mandaté de le faire en votre nom et pour votre compte. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Sauf si mon frère veut rajouter. Je vais commencer par la dernière question. Alors, si vous dites que mes confrères se sont tus, ce qui veut dire que vous n'avez pas vu jusqu'à aujourd'hui ce qu'ils ont fait. Hier, je suis allé à une audience pénale à Mafanko. J'ai vu des avocats qui ont abandonné leur cabinet, leurs clients qui payent, pour venir défendre des clients qui n'ont pas les moyens de les payer. Le timbre de plaidoirie, chaque avocat l'a payé de sa propre poche pour défendre les personnes qui ont été arrêtées lors des manifestations. Vous ne pouvez pas dire que nos confrères se sont tus. Il y a eu ceux qui ont eu le courage de parler,
Et il y a eu ceux qui n'ont pas parlé. On est dans une démocratie. On ne peut pas forcer quelqu'un de prendre une position. Mais des avocats éminents, Maître Antoine Pépé fait partie, se battent du côté du FNDC, du côté des manifestants qui ne sont pas du FNDC, mais qui manifestent néanmoins, quasiment tous les jours. Cette affaire, par exemple, des membres du FNDC est arrivée à la Cour d'appel, est arrivée jusqu'à la Cour constitutionnelle parce que les avocats ont voulu. Par ailleurs, pour ce qui me concerne, je suis aussi avocat ici, avant toute chose. Je parle en tant que Guinéen, même si j'ai la double nationalité, ce n'est pas là le problème. Mais les avocats s'expriment. Donc je ne peux pas dire qu'ils ne le font pas. Pour ce qui est des magistrats, il y a une règle fondamentale qui les oblige à la réserve. Ils ne prennent pas de position. Le juge parle lorsqu'il est saisi d'une affaire et quand il délibère. Il n'a pas à donner des positions. Enfin, il n'a pas à se positionner publiquement pour ou contre. C'est son rôle, c'est son devoir. Pour ce qui est de la révision, alors je n'ai pas complètement compris en fait votre question. Si on veut changer une constitution, alors si on emploie le terme changement, c'est qu'on évolue du blanc peut-être vers le noir ou le noir vers le blanc. Mais sauf que quand vous prenez les deux constitutions, vous prenez d'abord à peu près 90% de l'avant-projet, c'est du copier-coller de la constitution en vigueur. Les 10% restants, les 5% on va dire de ces 10%, c'est on coupe un alinéa à l'article 6, on le colle à l'article 8. C'est toujours du copier-coller. Je vous dis ce qu'il y a de nouveau. Vous prenez la peine de mort. On vous a dit que dans l'avant-projet, la peine de mort est interdite. Mais la peine de mort n'existe pas en Guinée. Elle n'existe ni dans le code pénal, et mieux, la Guinée est partie à la Charte africaine des droits de l'homme qui interdit la peine de mort depuis 1982. La Guinée est partie à la Déclaration universelle des droits de l'homme, juste, je crois, c'est dans les années 59, dans les années 60. Et ces conventions que nous avons ratifiées font partie de l'ordonnancement juridique. N'importe quel justiciable peut se prévaloir des dispositions de la Charte africaine des droits de l'homme devant un juge. Donc on ne vous apporte rien de nouveau. Moi ce que je veux, en fait, M. Pépé est là et tous les avocats du FNDC, c'est que au lieu de s'insulter, on est prêt à débattre avec n'importe lequel des juristes de la mouvance sur la Constitution. Moi je ne suis d'aucun parti politique. Mon parti c'est le Conseil de l'ordre, les avocats, c'est ça ma corporation. Et ma mission c'est le droit et la justice. Point barre. Mais s'ils estiment que ce projet tient, moi je suis prêt, Maître Antoine Pépé est prêt, Mohamed Traoré et les autres dont je connais le nom ou que j'ai oublié, chacun d'entre eux est prêt à discuter article par article. Par ce micro, on défie les juristes qui ont rédigé cette constitution de démontrer qu'est-ce qu'il y a de moderne. Les institutions. Il faut d'abord dire en fait qu'est-ce qu'il y a de mauvais là-dedans. Ensuite on dit bon voilà, ça c'est mauvais. Ce micro est mauvais, je vais acheter un nouveau. Mais qu'on vous présente d'abord ce qu'il y a de nouveau et ensuite qu'on vous dit, mais constitution, il y en a certains d'entre vous qui ne savent pas c'est quoi une constitution. Et quand on veut dire on va moderniser les institutions, dites-moi, la constitution en vigueur vous dit que la haute cour de justice devait être installée depuis combien de temps? Depuis 10 ans. C'est un manque de moyens? Non. Les mêmes dispositions constitutionnelles prévoient des mécanismes qui obligent l'administration dans sa façon d'agir. Vous pensez qu'on applique la Constitution? Mais plus grave, le président dit lui-même qu'on est obligé de violer la Constitution. Mais qu'il nous dise qu'est-ce qui l'oblige à violer la Constitution? Quelle est la disposition de la Constitution de 2010? Quel est cet article ou cet alinéa qui est si mauvais pour que le président annonce officiellement dans une télé étrangère qu'il est obligé de violer la Constitution? Il détient quasiment l'intégralité du pouvoir. Il met et démet qui il veut. Maintenant, si moderniser les institutions, c'est de s'arroger tous les pouvoirs, dans la Constitution de 2010, on vous dit que le président peut dissoudre le Parlement. Mais si, après l'organisation de nouvelles élections,
la même majorité hostile au président intervient, le président doit démissionner. Ça veut dire en droit tout simple. Si la population guinéenne, après une élection législative, conséquence d'une dissolution, désigne la même majorité, les mêmes députés, ça veut dire que la population est pour les députés et contre le président. Ça veut dire qu'il doit démissionner. La Constitution en vigueur, c'est ce qu'elle dit. Sauf que dans l'avant-projet, ces dispositions ont disparu. Désormais, le président peut dissoudre quand il veut, de la manière qu'il veut, l'Assemblée nationale. Pourtant, l'Assemblée nationale, c'est celui qui exerce au nom du peuple la souveraineté. Comment un individu peut avoir plus de valeur que 114 personnes? On nous dit dans notre éducation que quand 10 parlent, même s'ils ont tort, ils ont raison sur une personne. Mieux, vous avez des dispositions assez importantes dans la Constitution de 2010 qui vous dit par exemple qu'il est interdit de créer des films de militaires. Alors c'est comment le terme qu'on emploie assez souvent? Des milices. Voilà. Milice, oui. Et des dispositions de la Constitution qui vous dit que l'armée républicaine, elle n'est ni pour ni contre, elle est pour la loi. Ces dispositions ont disparu. Ça veut dire en fait que si on adopte la Constitution, j'ai écouté, je ne sais plus si c'est un député ou c'est qui en fait la mouvance qui disait que nous avons 2000 personnes. Ils sont prêts à en découdre. On crée déjà des milices sous l'empire d'une constitution qui interdit les milices. Alors je vous laisse imaginer quand on supprime cette interdiction dans la constitution qu'ils veulent adopter, ça veut dire que vous, si vous avez les moyens, vous pouvez vous créer une petite armée et aller dégommer qui vous voulez. Soyons sérieux un peu. Ce débat, moi ce que je veux, c'est se jeter des pierres, ça ne sert à rien. Les intellectuels qui sont sûrs de ce qu'ils font et de ce qu'ils veulent, ils sont prêts à débattre. Un débat intellectuel, X est assis à côté de Y, chacun défend son propos. Et le peuple juge qui a raison, qui a tort. Ce rapport est, a été rendu public depuis bientôt une semaine à peu près, 2 semaines. La version finale? La version finale. Oui. Mais vous avez entendu quelqu'un communiquer, vous dire non, mais dans la Constitution, si on a modernisé ça, on a modernisé. Personne. C'est silence motus cousu. Bon, peut-être après cette conférence de presse, je vais entendre des gens m'insulter, mais bon, moi j'ai un gilet pare-balles contre les insultes, donc ça ne me pose absolument aucun problème. Mais s'ils sont sûrs qu'ils débattons article par article, montrons en fait qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans la Constitution. Moi j'aimerais bien, moi j'ai dit tout ce qu'il n'y a pas de nouveau et tout ce qu'il y a de mauvais. Je peux vous dire que j'ai peut-être un parti pris, qui sait. Mais dans ce cas qu'on débatte, qui prennent en fait le meilleur en fait de ceux qui ont participé à la rédaction du texte, et bien qu'on débatte officiellement, publiquement pour que les Guinéens, parce que avant de voter, avant de partir en fait, participer au référendum, il faut que vous soyez informés sur ce qu'on vous propose. Parce que cet avant-projet, c'est soit ceux qui l'ont rédigé ont vraiment arnaqué le président, mais vraiment une arnaque régulière, parce qu'il n'y a rien de potable là-dedans. Il n'y a rien, en tout cas, de potable plus que ce qui existe déjà dans la Constitution en vigueur. Et la disposition relative aux élections, à la possibilité d'avoir une candidature indépendante aux élections législatives ou présidentielles, on n'a pas besoin de changer la Constitution pour un article. On révise la Constitution, on dit bon voilà, cet article est supprimé, et puis on passe à autre chose. Mais s'il y a tout ce bruit en fait autour de ce projet, c'est qu'en réalité, ce n'est pas le changement de la Constitution qui importe. C'est le bout poursuivi en fait. C'est le crime profite à qui? Si on change la Constitution, c'est dans quel but? Ça, c'est à chacun des Guinéens de répondre. D'accord. Bon, et puis, en ce qui concerne le silence des magistrats, je suis tout à fait d'accord avec Maître Dramé que les magistrats sont tenus par le devoir de réserve. Ils ne prennent la parole que pour diriger les débats ou pour prononcer, n'est-ce pas, leurs décisions. Mais les magistrats appartiennent quand même à une association qu'on appelle l'association des magistrats.
Et cette association a le pouvoir de communiquer au nom des magistrats. Elle a même la possibilité de prendre position lorsque les valeurs cardinales de la magistrature sont atteintes. Il en est de même pour le Conseil supérieur de la magistrature. Ailleurs, on parle des syndicats des magistrats. Chez nous, il n'y en a pas. Vous avez, avec cet avant-projet, une disposition qui enlève un élément potentiel qui garantissait la carrière des magistrats, à savoir la nécessité de requérir l'avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature en ce qui concerne la nomination ou la mutation des magistrats. Je pense que les magistrats devraient s'insurger à travers leur association contre cette régression. Par le passé, nous savons qu'il y avait des difficultés quant à la mise en œuvre effective de l'article 109, alinéa 3 de la Constitution du 7 mai 2010. Mais maintenant, toutes les portes sont ouvertes et à toutes les violations. Les magistrats seront désormais comme de simples fonctionnaires qui seront à la solde du président de la République, qui pourra les révoquer et les muter quand il voudra, parce qu'il n'aura besoin que de l'avis consultatif du Conseil supérieur de la magistrature, ce qui est très grave dans un État quand on sait le rôle fondamental que revient à la justice quant à la régulation des rapports des uns et des autres, quant à l'attractivité des investissements. Je pense que c'est une situation préoccupante qui doit aussi intéresser la magistrature, et la magistrature doit s'exprimer à travers l'association des magistrats de Guinée, à travers le Conseil supérieur de la magistrature.